Au plus profond du tombeau du roi Toutankhamon, après avoir dépassé les reliquaires dorés et le célèbre masque, Howard Carter a découvert deux petits cercueils simples. Carter a commencé les fouilles de la chambre funéraire à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon et il a découvert la sépulture intacte de ce dernier, contenue essentiellement entre 9 couches protectrices. À l'intérieur, les restes momifiés de 2 bébés filles jamais nées. Ils étaient conservés dans une école de médecine presque oubliée. Mais voilà le hic. Des scientifiques viennent de réaliser des tests ADN sur ces individus, et les résultats ont levé le voile sur un mystère vieux de 3-0 ans. Ce secret, inscrit dans leurs gènes, bouleverse l'histoire de la plus célèbre dynastie d'Égypte. Un indice pourtant évident. Lorsque Howard Carter franchit la porte scellée du tombeau de Toutankhamon en 1922, le monde fut ébloui par l'or. Le premier rapport de son associé, Lord Carnarvon, demandait « Voyez-vous quelque chose ?» La célèbre réponse de Carter fut « Oui, des merveilles. » Et il avait raison. Le tombeau regorgeait de plus de 5 objets inestimables. On y trouvait des chars d'or, des meubles finement ouvragés, des reliquaires incrustés de pierres précieuses et bien sûr le magnifique masque funéraire en or massif, devenu un symbole de l'Égypte antique. Il s'agissait, et il s'agit encore, de la plus grande découverte archéologique de l'histoire. Mais voilà. À cause de toute cette splendeur, certains des objets les plus personnels et, comme on le découvre finalement, les plus importants, furent presque totalement négligés. Au plus profond du tombeau, dans une chambre appelée le trésor, Carter découvrit une simple boîte en bois, sans ornement. Elle n'était pas recouverte d'or, elle était sobre. À l'intérieur de cette boîte, il trouva 2 cercueils miniatures placés côte à côte. Elles étaient minuscules, conçues pour des corps pas plus grands qu'une poupée. Un des cercueils mesurait un peu plus de 19 pouces de long. Chaque petit cercueil était sculpté dans une seule pièce de bois. Lorsque Carter et son équipe les ouvrirent, ils découvrirent qu'ils étaient emboîtés. Chacun contenait un second petit cercueil recouvert de feuilles d'or, et à l'intérieur de ces cercueils enveloppés de lin se trouvaient les plus petites momies jamais découvertes. Il ne s'agissait pas de nourrissons, mais de fœtus, les enfants à naître du roi Toutankhamon. La première momie, plus petite, était un fœtus féminin d'environ 5 mois de grossesse. La seconde, légèrement plus grande, était également un fœtus féminin estimé entre 7 et 9 mois. Presque à terme, une petite fille qui aurait pu survivre. C'était une tragédie humaine, dissimulée au milieu de la splendeur des funérailles d'un roi. Pendant des décennies, ce ne fut qu'une triste anecdote. La plupart des gens ignorent même leur existence. Ce que la plupart ignorent, c'est que leur découverte elle-même fut source d'énigmes. Les bandeaux qui entouraient les cercueils portait en réalité le nom de la reine Ta, la grand-mère de Toutankhamon. Cela a amené certains des premiers experts à se demander s'il s'agissait réellement de Tootsis. Peut-être s'agissait-il d'une offrande rituelle. Certains ont suggéré qu'elles avaient été placées dans le tombeau pour permettre à Toutankhamon de vivre comme un nouveau-né dans l'au-delà, une renaissance symbolique. En réalité, personne ne le savait. Pendant près d'un siècle, ces 2 minuscules momies furent donc transférées à l'école de médecine du Caire, où elles furent conservées. Elles ne furent jamais exposées au public. Elles ne firent jamais partie des trésors étincelants de l'exposition itinérante consacrée à Toutankhamon. Elles n'étaient qu'une curiosité médicale, une énigme sans réponse. Mais en 2008, tout changea. Zahi Hawass, le puissant directeur des antiquités égyptiennes, annonça un nouveau plan ambitieux. Un laboratoire d'analyse ADN flambant neuf, d'un coût de 5 millions de dollars, était en construction et sa première cible serait les momies royales. L'équipe annonça qu'elle prélèverait des échantillons sur la momie de Toutankhamon et, pour la toute première fois, sur les 2 fœtus momifiés. L'objectif était simple. Déterminer enfin avec certitude s'il s'agissait bien de son ADN. La question était, était-ce possible?
L'ADN ancien est incroyablement difficile à manipuler. Il se dégrade au fil des millénaires et le risque de contamination par toutes les personnes ayant manipulé la momie depuis 1922 était considérable. Certains experts ont exprimé ouvertement leur scepticisme, doutant que le test puisse aboutir à un véritable résultat scientifique. Ils craignaient que le projet ne soit plus une démonstration de force qu'une démarche scientifique. Mais l'équipe a persévéré. Ils ont foré les eaux denses des minuscules momies à la recherche d'un échantillon pur. Ils étaient sur le point de percer un secret, mais pas celui auquel ils s'attendaient. L'identité des fœtus n'était que le premier domino. Le véritable secret était bien plus vaste. Il concernait toute la famille de Toutankhamon. Un secret si sombre que son propre peuple avait tenté de l'effacer de l'histoire. L'ADN contenu dans ces minuscules corps oubliés détenait la clé d'un scandale royal qui expliquait tout: la maladie de Toutankhamon, son mariage tragique et la fin brutale et sanglante de sa lignée. Le secret des fœtus dissimulait une vérité familiale bien plus sombre, une lignée maudite. Alors voilà. Pour comprendre le secret, il faut comprendre le roi lui-même. Le masque de Toutankhamon fascine tout le monde, mais l'homme qui se cachait derrière était une figure tragique. Ce n'était pas un pharaon guerrier et puissant, ni un grand bâtisseur. Le plus troublant, c'est qu'il a passé la majeure partie de sa courte vie dans ce qui semble être des douleurs chroniques. Lorsque les scientifiques ont effectué des scanners sur sa momie en 2005, ils ne cherchaient pas à établir son arbre généalogique. Ils tentaient de comprendre comment il était mort. Pendant des années, la théorie la plus répandue était qu'il avait été tué d'un coup à la tête, probablement par son ambitieux conseiller, mais les scanners n'ont rien montré de tel. Le trou dans son crâne a été fait par les embaumeurs après sa mort, une pratique courante pour extraire le cerveau. Mais les scanners ont révélé toute une série de problèmes de santé douloureux. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le roi Toutankhamon était physiquement fragile. Il mesurait environ 1,68 mètres, mais il n'avait pas la carrure d'un roi. Il souffrait d'un pied-botte sévère. Son pied gauche était fortement déformé et les os de ses orteils étaient nécrosés, c'est-à-dire que les tissus se décomposaient littéralement. Il était incapable de s'appuyer entièrement sur ce pied et boitait lourdement et douloureusement. Et tenez-vous bien, il ne s'agit pas de spéculation. Dans son tombeau, Carter a découvert plus de 130 cannes. Imaginez un peu, non pas une ou deux pour la cérémonie, mais une collection impressionnante. Nombre d'entre elles portent des traces d'usage évidentes. Les poignets sont usés et les semelles éraflées. Il s'agissait d'un jeune homme qui, à 19 ans, ne pouvait plus marcher sans aide. On le représente souvent assis, même lors d'activités comme le tir à l'arc, où un pharaon est généralement représenté debout. Mais ce n'est pas tout. Les examens ont également révélé qu'il souffrait d'une fente palatine, une malformation du palais qui rendait la parole et l'alimentation difficiles. Il était aussi atteint de scoliose, une déviation de la colonne vertébrale. C'était un roi, pour ainsi dire, brisé. Son décès, ont conclu les scientifiques, était probablement un tragique accident. Juste avant de mourir, il a subi une grave fracture de la jambe gauche, celle-là même qui avait un pied-botte. Il s'agissait d'une vilaine fracture juste au-dessus du genou. Dans un monde sans antibiotiques, une fracture ouverte de ce type représentait un risque énorme. Puis, en 2010, les tests ADN ont apporté la pièce manquante du puzzle. Ils ont révélé la présence de matériel génétique de Plasmodium falciparum, le parasite responsable de la forme la plus grave du paludisme. Voici donc le tableau. Un jeune homme de 19 ans, déjà fragilisé par des maladies génétiques chroniques et souffrant d'une fracture récente et grave de la jambe, contracte soudainement une forme grave de paludisme. Un concours de circonstances fatales. Il est probable qu'il soit décédé des suites de l'infection contractée à la jambe et de la forte fièvre provoquée par la maladie. Parlons maintenant de son épouse. C'est là que la tragédie des fœtus prend tout son sens. Sa reine était Ankhaon,
Leur mariage n'était pas qu'une simple alliance politique, c'était une tentative désespérée de perpétuer la lignée royale. Et comme dans de nombreuses familles royales, elle était sa demi-sœur, la fille de son père et de son épouse principale, Néfertiti. Tut et Ankhan se marièrent alors qu'ils n'avaient que 9 ou 10 ans et elle environ 13. Ils étaient des enfants à qui l'on avait confié le trône du plus puissant empire du monde, tous deux porteurs d'un lourd fardeau génétique. Ces deux fœtus momifiés étaient leur seule tentative connue pour avoir un héritier. Imaginez le désespoir. 2 grossesses, l'une interrompue en cours de route, l'autre à terme. Ce n'était pas seulement un échec royal, mais une tragédie profondément personnelle pour un jeune couple. L'histoire d'Ankheaman ne fait que s'assombrir. Après la mort de Toutankhamon, elle se retrouva seule, une jeune veuve dans une cour pleine d'hommes ambitieux. Nous possédons la trace d'une lettre désespérée, probablement écrite par elle, adressée au roi des Hittites, le grand ennemi de l'Égypte. Elle y écrit « Mon mari est mort, et je n'ai pas de fils. Envoyez-moi l'un de vos fils, il sera mon époux. Je ne prendrai pas un de mes serviteurs pour époux. » Elle était terrifiée. Le serviteur dont elle parlait était probablement moi, le conseiller qui ambitionnait désormais le trône. Et tenez-vous bien, j'étais peut-être son grand-père. Le roi hittite, après quelques soupçons, finit par envoyer son fils, le prince Zananza. Mais le prince n'arriva jamais en Égypte. Lui et son escorte disparurent en chemin, très probablement interceptés et éliminés par les hommes d'A. Après cela, Ankhasan disparaît des annales de l'histoire. On a retrouvé une bague attestant de son mariage avec Ié. Il semble que sa pire crainte se soit réalisée. Elle fut contrainte d'épouser un serviteur. Celui-ci devint pharaon et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Alors, pourquoi? Pourquoi cette famille était-elle si malade? Pourquoi sa lignée était-elle si faible qu'elle s'est achevée en tragédie et a disparu? La réponse ne se trouvait pas dans le tombeau de Toutankhamon. Elle se trouvait dans le tombeau du véritable secret royal, celui de l'homme qu'ils ont tenté d'effacer. Pour découvrir la vérité, il faut remonter une génération en arrière. L'art étrange d'Amarna. Le secret révélé par l'ADN ne concernait pas seulement Toutankhamon. Il concernait aussi son père, un homme si controversé, si excentrique, que les pharaons suivants ont essayé de faire comme s'il n'avait jamais existé. Son nom était Akhenaten. Et il est sans aucun doute l'une des figures les plus étranges et les plus révolutionnaires de toute l'histoire. Voici donc ce qu'il en est. Pendant des millénaires, l'Égypte antique a vénéré une multitude de dieux. Il y avait la lune, le roi des dieux, Osiris, dieu des enfers, Isis, déesse de la magie, et des centaines d'autres. Les prêtres de ces dieux, en particulier ceux de la lune dans la capitale des brigands, étaient incroyablement puissants. Ils contrôlaient d'immenses territoires et des richesses colossales, rivalisant parfois avec le pharaon lui-même. Puis Akhenaten accède au trône et commet l'impensable. Il les destitue tous. Il déclare que tous les anciens dieux sont des impostures. Il affirme qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu, celui qui était le disque solaire. Ce fut un choc immense. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement religieux, mais d'un véritable séisme politique. Il arrachait le pouvoir au sacerdoce pour le concentrer entre ses mains, se proclamant l'unique voix de l'Aton sur terre. Mais il ne s'arrêta pas là. Il abandonna l'ancienne capitale des brigands. Il déplaça toute sa cour, des centaines de milliers de personnes, au cœur du désert. Là, il fit construire de toutes pièces une toute nouvelle capitale tentaculaire dédiée à son nouveau dieu. Il la nomma Akhenaten, l'horizon de l'Aton. Aujourd'hui, nous l'appelons Amarna, et c'est là que les choses deviennent étranges. Le style artistique de la période d'Amarna est unique dans l'histoire égyptienne. Pendant des millénaires, les pharaons ont toujours été représentés comme des figures parfaites, musclées et héroïques. Mais l'art d'Amarna est différent. Akhenaten y est représenté avec un visage long et fin, un cou maigre,
un ventre proéminent, des hanches larges et des traits presque féminins. Son épouse, la célèbre reine Néfertiti, est représentée comme une beauté stupéfiante. Mais leurs enfants, leurs 6 filles, sont toutes représentées de façon étrange, têtes allongées. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que pendant des décennies, historiens et scientifiques ont pensé qu'Akhenaton et sa famille devaient souffrir d'une maladie génétique. Des théories, comme le syndrome de Marfan ou le syndrome de Froelich, ont été avancées pour expliquer leurs longs membres, leur morphologie étrange et leurs crânes allongés. Cela semblait être la seule explication logique. Akhenaton et Néfertiti ont régné ensemble, presque à égalité. Leurs 6 filles sont omniprésentes dans l'art, suggérant une famille unie et aimante. Mais voilà le hic. Dans toute cette œuvre, aucun fils n'est mentionné entre Akhenaton et Néfertiti. Alors, s'ils n'ont eu que des filles, d'où venait le roi Tout? C'était l'un des plus grands mystères de l'égyptologie. Nous savions que le nom original de Toutankhamon était Toutankhoton, l'incarnation vivante d'Aton. Cela le liait inébranlablement au roi hérétique. Mais était-il son fils, son neveu ou un parfait inconnu? Lorsque Akhenaton périt après 17 ans de règne, sa révolution s'effondra. Le plus incroyable, c'est que cela sembla se produire presque du jour au lendemain. Les prêtres d'Amun, qui attendaient dans l'ombre, reprirent le pouvoir. Ils s'emparèrent du jeune Toutankhoton, âgé de 9 ans, le placèrent sur le trône et le forcèrent aussitôt à changer de nom pour Toutankhamun, l'incarnation vivante d'Amun. Ils achevaient l'hérésie. Ils l'obligèrent à abandonner la cité désertique d'Amarna. Le sable recouvrit la ville et celle-ci tomba dans l'oubli. Puis, les nouveaux pharaons, notamment Hormb et les souverains de la dynastie suivante, entreprirent d'effacer Akhenaton de l'histoire. C'est ce secret qu'ils cherchaient à dissimuler. Ils détruisirent son temple, brisèrent ses statues et gravèrent son nom et son visage sur tous les monuments qu'ils purent trouver. Sur la liste royale officielle, on passait directement du père d'Akhenaton à Toutankhamon, comme si Akhenaton et sa révolution n'avaient jamais existé. Pendant 3 ans, cela a fonctionné. Il était l'hérétique d'Amarna, un fantôme, une simple note de bas de page. Et son arbre généalogique était un véritable fouillis. Personne ne savait qui était la mère de Toutankhamon, qui était le mystérieux corrégent d'Akhenaton, Smenkhkare. Tout cela restait un mystère. C'est dans ce contexte que l'équipe d'analyse ADN s'apprêtait à s'engager. Il ne s'agissait pas simplement d'identifier 2 fœtus. Ils étaient sur le point de réécrire l'arbre généalogique que les pharaons eux-mêmes avaient tenté d'effacer. Le laboratoire était prêt, mais l'ADN ancien est un ennemi redoutable. Le secret fraternel. L'annonce en 2008 que Zahi Hawass et son équipe allaient analyser les momies royales a fait grand bruit. Comme le montre un article de l'époque, le scepticisme était de mise. Retracer la lignée d'un pharaon est l'une des questions les plus importantes de l'histoire. Et tenez-vous bien, Hawass avait longtemps refusé que des experts étrangers analysent les momies. Il insistait pour que le projet soit entièrement égyptien. Grâce à un financement de Discovery Channel, ils ont donc construit ce laboratoire ultramoderne de 5 millions de dollars au sein même du musée égyptien du Caire. Ce n'était pas une mince affaire. En effet, l'ADN ancien est extrêmement complexe à manipuler. Au fil des millénaires, les brins d'ADN se fragmentent en minuscules morceaux illisibles. Mais le principal ennemi, c'est la contamination. Pensez-y. Howard Carter et son équipe ont manipulé ces momies. Des anatomistes les ont disséquées dans les années 1920. Des conservateurs les ont déplacées. Des touristes ont respiré dessus. Chaque personne ayant été en contact avec les momies a laissé des cellules de peau et des bactéries les recouvrir d'ADN moderne. Trouver du véritable ADN ancien, c'est comme chercher un grain de sable précis dans un seau de sable moderne et sale. C'est pourquoi certains experts, comme Abdel Halim Noureddin, étaient si sceptiques. Ils ont averti que l'équipe avançait des conclusions trop hâtives sans vérifier les résultats dans un second laboratoire,
une pratique pourtant courante. HOWEST était sous pression. Il fallait fournir des résultats concrets et non de simples titres sensationnalistes. L'équipe, dirigée par des scientifiques comme Yahi Gad, s'est mise au travail. Ils ont utilisé des scanners CT pour cartographier les momies, non seulement pour des raisons sanitaires, mais aussi pour déterminer le meilleur endroit pour effectuer des forages. Il leur fallait atteindre la partie la plus dense de l'os, là où l'ADN serait le mieux protégé de toute contamination. Ils ont prélevé des échantillons sur une multitude de personnages liés à ce mystère familial. Tout d'abord, le roi Toutankhamon lui-même. Ensuite, les 2 fœtus découverts dans son tombeau. Enfin, la mystérieuse momie de la tombe K, 55. Découverte en 1907, cette tombe était dans un état déplorable. Elle contenait un unique cercueil profané, dont le nom avait été effacé. À l'intérieur se trouvait une momie masculine. Pendant un siècle, l'identité de ce dernier a fait débat. Était-ce Akhenaten ou son mystérieux co-régent Sminkhar? Quatrièmement, 2 momies ont été découvertes dans une chambre latérale d'un autre tombeau, Khévu-35. On les a retrouvées gisant sur le sol, sans nom, abandonnées là. L'une d'elles était une femme âgée, connue sous le nom de la vieille dame. D'après ses traits, beaucoup pensent qu'il s'agissait de la mère de la reine Tai Akhenaten et de la grand-mère de Toutankhamon. À côté d'elle gisait le corps d'une femme beaucoup plus jeune, connue sous le nom de la jeune dame. Son identité restait un mystère. Qui était-elle? Était-ce Néfertiti? Était-elle Kiya, une autre des épouses d'Akhenaten? Ou était-ce quelqu'un de complètement différent? Son visage était gravement endommagé, ce qui ne faisait qu'épaissir le mystère. Ces 5 momies, parmi d'autres, détenaient la clé. L'équipe a prélevé de la poussière d'os, l'a transportée dans un laboratoire stérile et a entamé le long et fastidieux processus d'extraction et de séquençage de l'ADN fragmenté. Il recherchait 16 marqueurs spécifiques qui permettraient de prouver un lien de parenté. Les premiers résultats obtenus concernaient les fœtus. L'article de 2008 ne faisait que poser la question. Les résultats de 2010 ont apporté la réponse. L'ADN était sans équivoque. Les 2 minuscules momies partageaient directement de l'ADN avec la momie de Toutankhamon. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de ses filles. La tragédie était confirmée. Mais ensuite, ils ont considéré la situation dans son ensemble. Ils ont confirmé que la dame âgée était bien la reine Tai. Et ils ont confirmé que la momie KV-55, celle qui avait été profanée, était celle de son fils. Cela signifiait que la momie KV-55 était forcément Akhenaten, le roi hérétique. Ils avaient donc identifié le père de Toutankhamon, Akhenaten, et sa grand-mère, la reine Tier. Restait la question cruciale. Qui était la mère de Toutankhamon? Ils examinèrent la momie de la jeune femme, la momie anonyme trouvée au sol. Les résultats sont arrivés, et ils étaient absolument stupéfiants. L'ADN de la jeune femme révélait qu'elle était la fille de la reine Tier. Cela signifiait qu'elle était la sœur d'Akhenaten. Et puis, le coup de grâce, elle était aussi la mère de Toutankhamon. C'était le secret royal. C'était la vérité cachée dans les gènes. Toutankhamon n'était pas le fils de la belle Néfertiti. Il était le fruit de l'union d'un frère et d'une sœur. Akhenaton, le roi hérétique, eut un enfant avec sa propre sœur. L'analyse ADN ne révéla pas seulement un nom. Elle mit au jour un cauchemar. La tragédie de Toutankhamon. Pendant un siècle, nous avons été aveuglés par l'or. Nous admirions le masque scintillant, les chars, les milliers d'objets spectaculaires. Et nous avons inventé une histoire à la hauteur. Nous avons forgé le récit romantique d'un jeune roi, un pharaon d'or régnant à l'apogée de la puissance égyptienne, fauché en pleine jeunesse. Et lorsque ces artisans commencèrent à mourir, nous avons inventé une autre histoire, la malédiction des pharaons, une force surnaturelle veillant sur son repos éternel. Nous avions tort. Nous cherchions au mauvais endroit. La véritable histoire, la véritable tragédie
n'avait rien à voir avec la magie. Il s'agissait de science. La véritable malédiction n'était pas gravée sur les murs du tombeau. Elle était inscrite dans chaque cellule du corps de Toutankhamon. En 2010, une équipe de scientifiques a accompli ce qu'aucun archéologue n'avait réussi à faire: percer le plus grand secret du pharaon. À l'aide d'un laboratoire mobile d'analyse ADN, ils ont prélevé des échantillons dans la momie de Toutankhamon et de plusieurs de ses proches. Les résultats obtenus furent bien plus qu'une simple découverte, une véritable révélation. Un secret de famille vieux de 300 ans, mis au jour par un séquenceur d'ADN. Cette découverte unique expliquait tout. Elle apporta la réponse à tous les éléments de la vie tragique de Toutankhamon. L'équipe identifia le père de Toutankhamon comme étant la momie de la tombe K55, le roi hérétique Akhenaten, et sa mère, la momie connue sous le nom de jeune femme de la tombe K35. Mais la révélation la plus fracassante fut son identité. L'ADN prouva qu'elle n'était pas l'une des nombreuses épouses d'Akhenaten. Elle était sa sœur germaine. Il ne s'agissait pas simplement d'un mariage royal. C'était une véritable révolution génétique. Réfléchissez-y. Pendant des décennies, l'égyptologie tout entière a été fascinée par l'art étrange d'Amarna, à l'époque où Akhenaton régnait. Cet art représentait la famille royale avec des corps bizarres, presque extraterrestres, têtes allongées, cou fin, ventre proéminent, hanches larges et seins féminins. C'était une rupture totale avec l'image rigide et idéalisée des pharaons musclés du passé. Des théories allaient bon train. Était-ce une affirmation purement religieuse? En rejetant les anciens dieux pour son unique Dieu véritable, Akhenaton aurait-il ordonné à ses artistes de rejeter les formes artistiques traditionnelles afin de représenter sa famille comme des êtres androgynes, transcendants et venus d'un autre monde, touchés par le soleil? Ou bien s'agissait-il d'une théorie plus farfelue selon laquelle Akhenaton et sa famille avaient réellement cette apparence? Les chercheurs ont avancé une longue liste de maladies exotiques. Était-ce le syndrome de Marfan, responsable de silhouettes longilignes, le syndrome de Froelich, à l'origine de traits androgynes? L'étude ADN de 2010 a complètement bouleversé ce débat. Si ces syndromes spécifiques ont été réfutés, l'ADN a confirmé une réalité bien plus sombre. L'œuvre était réaliste. Ce n'était pas simplement un style artistique. C'était un portrait clinique. C'était le résultat visible et dévastateur de générations de consanguinité intense, aboutissant au cauchemar génétique de l'union frère-sœur. Et si Akhenaton, dans son fanatisme religieux, avait perçu ces difformités non comme une malédiction, mais comme une bénédiction, et s'il avait cru que son crâne allongé et son corps étrange étaient des signes divins? La preuve que lui et sa famille appartenaient à une nouvelle espèce humaine, les enfants élus de Laton. L'art, dans cette perspective, devient une terrifiante propagande, célébrant la dégénérescence génétique même qui allait anéantir sa lignée, et Tutankhamun en hérita. Tous les mots douloureux qui s'étaient abattus sur le roi Toutankhamon prirent soudain un sens horriblement logique. Le pied-botte sévère et les plus de 130 cannes richement décorées retrouvées dans son tombeau n'étaient pas des symboles de pouvoir, mais des nécessités médicales. Les scanners révèlent un pied gauche tordu et déformé, une affection appelée pied équin. Ce roi n'était pas du genre à partir au combat en char. Ce garçon ne pouvait marcher sans souffrir atrocement. Sa tombe contenait même une trousse de premiers secours avec des graines et des herbes, probablement une tentative désespérée pour soulager ses souffrances chroniques. Il souffrait d'une fente palatine, une malformation congénitale du palais qui rendait la parole difficile et le rendait particulièrement vulnérable aux infections respiratoires et sinusales. Il était également atteint de scoliose, une déviation prononcée de la colonne vertébrale. À cela s'ajoutait le diagnostic de maladie de Köhler, une maladie osseuse rare et extrêmement douloureuse où un os de son pied se nécrosait littéralement.
se désagrégeant par manque d'irrigation sanguine. Ses os étaient fragiles, affaiblis et cassants. Génétiquement parlant, son destin était scellé dès sa conception. Ce n'était pas une malédiction venue d'une tombe, mais une malédiction inscrite dans son sang. Ce profil génétique remet également en question les circonstances de sa mort. La thèse du meurtre, un coup à la tête, a été réfutée depuis longtemps par des examens. L'hypothèse de l'accident de char, suggérant une infection de sa jambe cassée, m'a toujours paru trop héroïque, trop cinématographique. L'étude ADN a révélé une cause plus pathétique et plus probable. Ces analyses sanguines ont confirmé la présence de Plasmodium falciparum, la plus ancienne preuve génétique connue du paludisme et la souche la plus virulente. Voyez maintenant le tableau d'ensemble. Un jeune roi, même pas d'X9 ans, avec un système immunitaire affaibli depuis sa naissance. Son corps est déjà en guerre contre lui-même. Il lutte contre des douleurs atroces aux pieds, à la colonne vertébrale et à la bouche. Il peut à peine marcher. Puis un moustique le pique. Pour une personne en bonne santé, une simple épreuve. Pour Tutankhamon, c'était une condamnation à mort. Ce n'est pas un seul événement qui l'a tué, mais un échec en chaîne. La malédiction génétique de ses parents l'avait affaibli et un simple parasite avait achevé son œuvre. Mais la véritable tragédie ne résidait pas seulement dans sa vie, mais aussi dans son héritage. À ses pieds, dans deux minuscules cercueils emboîtés, reposaient ses deux enfants uniques, deux fœtus momifiés, ses filles. Pendant des années, ce geste fut perçu comme touchant et empreint de sentimentalisme. Un père qui aimait tant ses enfants disparus qu'il voulait les emmener dans l'au-delà. L'étude ADN a révélé une histoire plus clinique et déchirante. Les fœtus ont été testés. Leur mère était son épouse, Ankhesenamun, qui était aussi sa demi-sœur, une autre fille d'Akhenaten. Leur ADN combiné était un cocktail toxique et endommagé. L'équipe a recherché des anomalies sur les minuscules momies et en a trouvé. Le fœtus le plus grand, presque à terme, présentait lui aussi des signes de scoliose et de déformation de Sprengel, une omoplate congénitalement déplacée. Les mêmes problèmes génétiques qui avaient affecté Toutankhamon se transmettaient. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir d'enfants en bonne santé. Les deux fausses couches n'étaient pas seulement douloureuses, elles étaient une certitude biologique. Voilà précisément pourquoi la 18e dynastie, l'une des périodes les plus puissantes, riches et glorieuses de l'histoire égyptienne, s'est effondrée. C'était la dynastie de Thoutmôsis III, le Napoléon d'Égypte, de Hatshepsut, la grande pharaone, et d'Amenhotep III, qui régna sur un âge d'or. Elle ne prit pas fin brutalement, mais avec un jeune roi handicapé génétiquement, incapable de marcher, souffrant constamment et biologiquement stérile. La lignée royale s'est littéralement désintégrée de l'intérieur, victime de ses propres traditions. À la mort de Toutankhamon, le trône revint à son vizir premier, puis au général Horemheb. La lignée divine et pure pour laquelle tant de sacrifices avaient été consentis s'était évanouie. Que firent alors Horemheb et les pharaons qui lui succédèrent? Ils infligèrent un damnio memoriali, une condamnation de la mémoire. Ils effacèrent les noms d'Akhenaten, d'Ankas, d'Amamun et de Toutankhamon des murs des temples. Ils détruisirent les monuments de l'époque d'Amarna et les utilisèrent comme décombres pour leur propre construction. Les historiens ont toujours supposé qu'il s'agissait d'une simple affaire religieuse, une violente réaction contre l'hérésie d'Akhenaten concernant le Dieu unique. Mais, et si c'était plus que cela? Et si ce n'étaient pas seulement les idées qu'ils cherchaient à effacer, mais aussi la biologie? Et si la décadence physique visible et indéniable de la famille royale était perçue comme une contamination, une corruption divine si profonde qu'il fallait l'extirper? Pour le pragmatique général Horemheb, cette famille n'était pas seulement hérétique, elle était défectueuse. Le secret que l'Égypte tenta d'enfouir n'était pas seulement celui d'un roi monothéiste, c'était la conséquence dévastatrice des actes de ce roi. Un secret de famille si sombre qu'il fallut l'effacer des murs. L'ADN de ces deux minuscules fœtus oubliés
a enfin permis de faire la lumière sur cette tragédie vieille de 300 ans, révélant que la véritable histoire de Toutankhamon n'est ni une histoire d'or, ni une histoire de pouvoir. C'est l'histoire d'un garçon né dans un cauchemar génétique, qui a vécu dans la souffrance et a péri juste avant que sa lignée ne disparaisse à jamais. L'ADN a enfin résolu le mystère, mais il a aussi révélé une vérité tragique et troublante. Les anciens Égyptiens se rendaient-ils compte de l'impact de leur tradition sur leur propre lignée? Dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour découvrir d'autres secrets enfouis.